Cette formation qu'on propose ce soir s'inscrit en fait dans un cycle, un parcours dans le cadre de l'opération Molière, un parcours de formation et en constitue le premier temps. Je m'explique. Vendredi soir, certaines d'entre vous iront voir le Don Juan de David Bobet à la Villette. Le samedi matin, on enchaînera avec une analyse chorale du spectacle, une rencontre avec David Bobet et l'après-midi, un atelier de jeu avec un des comédiens que vous découvrirez donc dans le spectacle La Veille au soir et qui animera l'atelier de jeu le samedi après-midi, tout ça à la Villette. L'idée, en fait, on avait fait un travail un peu similaire l'année dernière sur le Tartuffe d'Ivo Vanov à la Comédie Française. L'idée, c'est de mettre en perspective la mise en scène de Don Juan de David Bobet en parcourant, je dirais, un certain nombre de grandes mises en scène qui se sont tenues par le passé, de Jouvet à Vincent Macaigne, en passant par Bluval, Chéreau, Vitesse, Planchon, La Salle, Mesguich, Lambert-Wilde. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de s'appuyer pour cette approche un petit peu, cette grande traversée, de s'appuyer sur le traitement de certaines scènes très précises. La première apparition d'Elvire, donc dans l'acte 1, scène 3, les paysannes, Charlotte et Mathurine dans l'acte 2, scène 4 en particulier, et le dénouement. De voir comment tous ces grands metteurs en scène ont traité ces trois questions. Avec quelques petites exceptions, mais on en parlera. Il y a donc des choix tant de scènes particulières, mais aussi dans les mises en scène. Hein. Vous avez peut-être remarqué qu'il y a des grands absents comme Villard ou Siladier, c'est des choix qui vont être expliqués. Et par ailleurs, ce soir, on travaille vraiment à cette question de justement les choix faits par rapport à ces scènes-là, par ces metteurs en scène successifs, sachant que vous pourrez retrouver sur le site de l'Opération Molière les interventions qu'avait faites Philippe Cornuaille sur les décors de Molière et qui parlent en particulier du décor de Don Juan, et plus encore peut-être l'intervention de Georges Forestier, qui était intervenu sur la question de Molière, censure et autocensure, et qui avait en particulier traité le cas de Don Juan. Donc, je vous présente l'un de nos trois intervenants que certains d'entre vous connaissent très très bien, Caroline Bouvier, Isabelle Lapierre et Romain Labrousse, qui est également parmi nous. Je vais donc leur céder immédiatement la parole. Oui, je vais commencer donc à vous parler de la première mise en scène qu'on va envisager, c'est-à-dire celle de Louis Jouvet en 1947. Je voudrais revenir d'abord sur le choix qu'on a fait des scènes que nous allons vous proposer. Les trois scènes que nous avons choisies, ce sont quand même les trois scènes qui permettent de parcourir l'œuvre dans son intégralité. D'abord, si on prend par exemple le cas de la scène avec Denelvire à l'acte 1, on est bien d'accord que le personnage de Denelvire reste un personnage quand même absolument incontournable quand même dans l'œuvre. Elle est tout à fait légale, aristocratique de Don Juan. Elle est la religieuse également, donc elle pose à la fois le problème social et religieux quand même de manière assez claire. Et puis, elle est effectivement un personnage plutôt complexe qui passe de la première scène, la femme bafouée, à l'incarnation de la sainte lorsqu'elle revient à l'acte 4. Alors, ce qui nous a intéressé, c'est quand même plutôt la femme bafouée que l'incarnation de la sainte, il faut être clair, étant donné tout de même que bon, son apparition à l'acte 4 est plus simple, disons, on va dire, dans l'interprétation, alors que la première scène, sa première apparition, reste quand même une scène extrêmement difficile pour toute mise en scène. Et chaque metteur en scène a eu tendance à résoudre un petit peu le problème d'une façon différente. Et c'est ça qui, évidemment, rend les choses particulièrement intéressantes. Alors, en ce qui concerne notre deuxième choix, nous avons décidé de nous intéresser à la série paysanne. Alors, je parle d'une série paysanne parce que globalement, c'est une espèce de mini-corpus qui se situe du naufrage de Don Juan jusqu'au départ final des deux paysannes, Mathurine et Charlotte, bras dessus, bras dessous. Alors, la force dramaturgique de cette série, à nos yeux, c'est qu'elle s'articule autour de deux thèmes. D'abord, une dimension sociétale, hein, puisque ça nous renvoie quand même à la société d'Ancien Régime et au patriarcat. Et puis une société, et puis une question certes anachronique, mais légitime quand on met en scène, qui est la question de la lutte des classes. Et puis une deuxième dimension plus linguistique, qui est la question du langage, ou plutôt
qui pose la question des langages occupés dans cette série paysanne. Alors Molière a plusieurs fois dressé des portraits de personnages issus du peuple rural pour interroger les privilèges et les préjugés de classe. Il l'a fait en 62 avec l'École des femmes, avec le couple Alain-Georgette. Il le refera en 66 dans Le médecin malgré lui avec Lucas et Jacqueline. En 68, il interroge aussi cette question avec Georges Dandin, le personnage éponyme qui constatera à ses dépens l'abîme social qui existe entre la noblesse et la paysannerie, même la paysannerie aisée. Mais ce qui nous intéresse aussi dans cette série paysanne, c'est effectivement les stéréotypes du langage, avec un personnage qui parle deux langues, puisque Charlotte, pendant 4 scènes, va alterner le langage paysan avec Pierrot et le langage de comédie avec Don Juan, dans une espèce de bilinguisme social qu'elle est la seule à maîtriser, puisqu'elle est capable de dire à Don Juan « Je suis une pauvre paysanne, mais j'ai l'honneur en recommandation et j'aimerais mieux me voir morte que de me voir déshonorée. » Mais en même temps, elle est capable de dire à Pierrot si chez madame, je te ferai gagner quelque chose, tu apporteras du beurre et du fromage chenou. Voilà. Donc évidemment, ces paysans sont des paysans de théâtre qui parlent une langue de théâtre et on les suivra au fil de notre corpus pour voir quelle problématique marxiste ou linguistique est majoritairement activée selon les mises en scène. Donc, pourquoi le dénouement? Le dénouement funeste de la pièce Don Juan est attendu depuis la première scène, lorsque Sganarelle en vient à souhaiter que son maître soit châtié. Il dit en particulier « Suffit qu'il faut que le courroux du ciel l'accable quelques jours. Il me fait voir tant d'horreurs que je souhaiterais qu'il fût déjà je ne sais où. » Et tout au long de la pièce, Don Juan en est régulièrement averti de ce châtiment à venir. Il est averti par Sganarelle ou par Elvire, par exemple. Ce châtiment est l'un des invariants du mythe de Don Juan, et toutes les versions du mythe abordent le châtiment du libertin, mais surtout, toute adaptation théâtrale du mythe affronte le défi de mise en scène que constitue le châtiment. Si Molière recourait, on le sait grâce notamment aux travaux de Philippe Cornuaille qu'on a déjà évoqués, si Molière recourait aux fumées noires, à la technique du vol pour l'apparition et la disparition du spectre, il recourait également à la trappe de laquelle sortait la statue et dans laquelle la statue menait le séducteur pendant qu'un feu d'artifice était tiré de sous la scène. Les procédés employés pour représenter le châtiment de Don Juan mobilisent aujourd'hui toutes les ressources possibles de la représentation, à commencer par les procédés inventés par les tragédiens grecs pour créer l'illusion du Deus ex machina. On sait que tout le monde n'a pas goûté, en particulier les dévots, ce final créé par Molière. Pour Rochemont, par exemple, dans son célèbre pamphlet « Observation sur une comédie de Molière » intitulé « Le festin de Pierre », la punition de l'impie est ridicule, car Molière, je cite la formule célèbre, couvre cette belle morale d'un feu de Charte, d'un foudre imaginaire et aussi ridicule que celui de Jupiter, dont Tertullien raille si agréablement et qui, bien loin de donner de la crainte aux hommes, ne pouvait pas chasser une mouche ni faire peur à une souris. La pièce de Molière s'inscrit pourtant dans la vogue des pièces à machine, vogue bien accordée au goût baroque de l'ostentatoire, de l'impressionnant, ce qui implique non seulement la résolution de défis techniques, mais surtout la mise en œuvre de techniques visant un résultat spectaculaire. C'est ce que nous verrons dans les mises en scène que nous avons choisies. Cependant, force est de constater, avec René Solis, par exemple, le critique théâtral, à l'occasion du Don Juan de Jean-Pierre Vincent en 2012, que ce final est une gageure pour les metteurs en scène et leurs scénographes. Donc, je cite Solis dans Libération en 2012. Les scènes avec la statue du commandeur, jouées par un acteur de très haute taille, ne sont guère réussies. Mais rares sont les metteurs en scène français qui savent comment affronter ces histoires de revenants. Donc voilà, pour commencer, une petite image sur le carnet de mise en scène de Jouvet et sur la tirade de la séduction dans l'acte 1. Alors, déjà, lors des travaux qu'on a pu proposer sur l'école des femmes et sur Tartuffe, on avait consacré un temps au spectacle de Louis Jouvet. Et c'est quand même dire l'importance qu'il a eu dans le renouvellement des mises en scène de Molière, dont il était un admirateur tout à fait déclaré. En ce qui concerne Don Juan, là encore, on peut dire que son apport a été décisif.
Il monte Don Juan au Théâtre de l'Athénée en 1947 avec une création le 24 décembre. On aura l'occasion d'y revenir. Alors que l'École des femmes, je vous rappelle, c'est 1936 et Tartuffe, ça sera 2 ans après Don Juan, en 1949. Dans ces 3 créations, Jouvet assure le rôle principal. Il a joué Arnolphe, il joue Don Juan, il jouera Tartuffe. Alors, il a d'abord quand même réhabilité une pièce qui jusque-là était très peu jouée. Dans une interview menée par Michel Droit quelques jours avant la première, celui-ci parle de 113 représentations seulement depuis le XVIIe siècle. C'est dire que la pièce est très peu jouée. Et jusqu'en 1847, je vous rappelle qu'elle était jouée dans une adaptation en vers de Thomas Corneille et que ce n'est qu'à cette date qu'on a joué véritablement le texte de Molière à proprement parler. Et globalement, ça ne suscitait quand même pas beaucoup d'engouement. Jacques Copeau, donc le metteur en scène avec lequel Jouvet a commencé sa carrière, a vu l'une des représentations à la Comédie Française en 1917 et il en sort absolument fou furieux. Alors, je cite, « La stupidité ne saurait aller plus loin. Chaque intention, chaque détail d'interprétation fait hurler tant il est faux. Tout cela est bête et hideux. S'il fallait parler de tout ce qui manque, je n'en finirais pas. Il manque tout ce qui est simple et vrai, tout ce qui sort de l'intelligence du texte et d'une imagination conforme au style de l'ouvrage. Tout vise à la boursouflure, à l'enjolivement, alors que tout devrait tendre à l'austérité, à la fidélité, jusqu'à respecter le caractère disparate, composite d'une pièce empruntée du répertoire espagnol, en passant par le canevas italien, et qui se passe en Sicile, où des paysans aux noms italiens et français parlent le patois de notre province. Alors voilà ce que ça donne. Donc, par exemple, la statue du commandeur dans cette mise en scène de 1917. Donc, Jouvet, il est évidemment dans la ligne de Copeau, et on va retrouver finalement quand même dans les choix de mise en scène de Jouvet certaines critiques de Copeau. Jouvet, ça va être évidemment le refus de l'enjolivement, la recherche d'une certaine austérité, et puis effectivement le fait d'assumer le caractère composite français, espagnol et italien de la pièce. Alors, tout va se jouer, bien sûr, dans la conception que Jouvet va imposer du personnage de Don Juan. Jouvet refuse absolument de voir en Don Juan simplement un libertin coureur de femmes, ce qu'il appelle alors, un garnement qui séduit les filles, un jeune premier aphrodisiaque. Et donc, il choisit, lui, de mettre en scène un Don Juan beaucoup plus grave. Et Jacques Lassalle, à propos de Jouvet, parlera d'un Don Juan pascalien. Donc, selon Jouvet, la pièce pose le problème de la religion d'un bout à l'autre. C'est de salut et de damnation qu'il est question dans le Don Juan de Molière. Don Juan est une pièce religieuse parce que c'est une pièce de l'irreligion. Don Juan n'est pas un séducteur, c'est un homme qui cherche, qui voudrait croire et qui ne le peut pas. C'est, comme on disait au XVIIe siècle, quelqu'un qui n'a pas la grâce, une espèce de maudit. Donc là, on est carrément, véritablement, dans un Don Juan pratiquement janséniste. Alors, comment se manifeste cette austérité chez Jouvet? Eh bien, d'abord, effectivement, par la question des décors. Comme Romain vous l'a rappelé, la pièce de Molière, c'est une pièce spectaculaire, une pièce à machine qui offre une multiplicité de décors. Et de ce point de vue-là, le scénographe attitré de Jouvet, Christian Bérard, lui a imaginé un décor avec 3 rangées d'arches superposées. Donc voilà. Et à travers ces 3 arches, on pouvait distinguer un certain nombre d'éléments dans le décor. Là, c'est l'acte 1. Et vous voyez donc derrière, ici, une sorte de décor de bateau et de port. Alors, ça nous donne, voilà, le dessin, en fait, qu'en faisait Christian Bérard. Pour l'acte 3, la forêt, alors le dessin de Bérard également, avec l'apparition du tombeau du commandeur. On était dans le palais pour ce qui est de l'acte 4 ici, et
on finissait avec le tombeau du commandeur, avec effectivement ces trois arches. Et là, quelque chose de plus austère et de beaucoup plus dépouillé. Alors évidemment, ces trois arches, on pense à une cathédrale, on pense à l'omniprésence finalement d'une présence divine que Don Juan s'obstine absolument à nier. On pense en même temps à une prison, que constituerait finalement cette transcendance à laquelle il n'est pas possible d'échapper. Et le choix des couleurs de Bérard allait aussi dans ce choix de l'austérité, avec des gris, des noirs, des blancs, des beiges, et comme disait Christian Bérard, le ciel sous toutes ses teintes. Pour ce qui est des costumes, on est dans cette même austérité. Alors, je pense que vous avez tous vu à un moment donné, dans un petit classique quelconque sur Don Juan, le costume de Don Juan à l'acte 4, ce fameux costume blanc et noir, extrêmement somptueux, mais en même temps extrêmement austère, et qui s'opposait finalement au costume noir qu'il portait dans les premiers actes. Alors, on note quand même ce choix espagnol du costume qui a été extrêmement critiqué à l'époque, le côté hidalgo de Don Juan. De nombreux critiques lui ont reproché de ne pas avoir tenu compte finalement de la description de Pierrot dans l'acte 1. Et Jouvet fait quand même le choix d'un vêtement avec un col montant, avec des manches longues, un vêtement qui est extrêmement rigide, qui est extrêmement austère, qui quand même emprisonne le corps et qui ne laisse finalement quand même rien voir du tout. Alors, ce choix de l'austérité, il était aussi dans le jeu de Don Juan, enfin de Jouvet. D'abord, quand même, ce qu'il faut quand même remarquer, c'est que ce refus de la séduction se lit d'abord quand même dans le choix d'interpréter lui-même le personnage principal. Jouvet, il faut le dire, il a 60 ans quand il aborde Don Juan, et il a poussé la provocation jusqu'à fixer le jour de la première, le jour de son anniversaire. Et le jour de son anniversaire, ce n'est pas n'importe quelle date non plus, c'est le 24 décembre. Donc en plus, dans le côté religieux, c'est quand même assez recherché. Et du coup, certains critiques n'ont pas hésité en affirmant « Monsieur Jouvet a peut-être laissé la jeunesse de Don Juan au vestiaire ». Bon, ensuite, tout le jeu de Jouvet manifestait ce refus finalement de la séduction. Dès que Don Juan paraît, nous sommes fixés. Avec sa démarche de cavalier à pied, son buste rejeté en arrière, ses coudes en aile de pigeon, sa tête levée, sa bouche entr'ouverte, Jouvet semble nous dire « Je ne fais aucun effort pour ressembler au séducteur que vous imaginez. C'est exprès. Ne vous y trompez pas, ne cherchez pas de ce côté, vous feriez fausse route. Cherchez autre chose. » Renchérissant aussitôt, il aborde la tirade des conquêtes amoureuses à un train d'enfer, sans le moindre frémissement de passion, sans effet de cynisme, sans nuance même, comme s'il s'en méfiait ou s'il voulait achever de contredire dans l'esprit des spectateurs et surtout des spectatrices la réputation du personnage. Il fait table rase. Ce que, par contre, Jouvet va mettre en place, ça ne sera pas donc la séduction, ça sera carrément, franchement, la méchanceté. Et la méchanceté dès sa première scène avec Elvire. Alors, Elvire, là aussi, quand même, on est dans l'austérité. Regardez le costume d'Elvire, vraiment pour cette première scène. Donc, évidemment, il y a correspondance entre les deux personnages, la même étoffe, le choix du noir, des costumes, effectivement, qui cachent absolument le corps de manière extrêmement nette, entre le col montant de Don Juan et la fraise empesée de Elvire. Les deux personnages sont présentés avec des gants, donc on n'est pas du tout dans la sensualité, on n'est pas du tout dans la séduction, et c'est très clair que pour Jouvet en tout cas, cette première scène avec Don Elvire, ça ne l'intéresse pas tellement. Ce qui l'intéresse, c'est la scène finale, c'est la scène où effectivement Don Elvire incarne une figure de sainteté. Et je vous rappelle que c'est suite à cette scène, c'est à partir de cette scène que Brigitte Jacques, quand même, a élaboré le spectacle Elvire Jouvet 40 en s'inspirant des carnets de notes que l'on a conservés, des cours de Jouvet au conservatoire.
et en particulier de la manière dont il a fait travailler cette scène à un certain nombre d'élèves pour le concours final du conservatoire. Brigitte Jacques, donc, construit son spectacle à partir de ça. Et vous pouvez le voir assez facilement, il est accessible de façon libre sur Internet. On voit très clairement qu'il y a une fascination de Don Juan pour Don Elvire à ce moment-là, qui apparaît comme vraiment une figure mystique et une incarnation véritable de la sainteté. C'est également aussi quand même Don Elvire qui va apparaître sous les traits de la femme voilée à l'acte 4. Donc, vous la voyez ici entourée de quelques squelettes et elle réapparaît même dans le moment du dénouement. Elle est présente sur scène. Si on regarde les scènes avec les paysannes, on est bien d'accord qu'on est toujours dans ce refus de la sensualité. Vous voyez, par exemple, sur cette image, donc elles sont tout à fait charmantes avec leurs petits costumes, mais enfin, on a un Don Juan très distancié à l'arrière qui les regarde avec un assez profond mépris, hein, et on est quand même sur des statures assez figées. Alors, ça n'a rien à voir avec, par exemple, si vous regardez la même scène chez Sobel, avec Didier Sandre qui joue le rôle de Don Juan, qui a 27 ans à l'époque. Ce n'est pas le même type de personnage, évidemment. Donc là, on est dans quelque chose qui apparaît comme beaucoup plus joyeux, beaucoup plus dansant, si on peut dire. Et puis, évidemment, si on regarde la salle, naturellement, on est dans la véritable sensualité, ce qui n'a plus rien à voir, évidemment, avec ce qu'avait choisi de faire Don Juan, de faire Jouvet, pardon. Alors, évidemment, ce qui intéresse Jouvet, eh bien, c'est la religion, c'est le défi religieux, c'est la provocation jusqu'à l'extrême. Et voilà donc l'apparition de la statue à l'acte 4. Et au final, le dénouement que vous voyez donc ici, avec Jouvet et la statue au centre. Ici, Don Elvire, quelques squelettes qui se promènent à droite et à gauche, et puis donc la figure de la mort ici représentée avec la faux. Ça, c'était la première image du dénouement. Le Don Juan saisit la main du commandeur, pousse un cri de souffrance et le rideau tombe aussitôt. Mais la scène, le rideau se relève et le rideau se relève sur une crypte funéraire, sur le tombeau de Don Juan, sur lequel Sganarelle vient déposer une couronne de fleurs avant de réclamer ses gages. Cet ajout a été beaucoup critiqué. On dirait un projet de vitrine pour le jour des morts ou de la paix, c'est du macabre façon mode. Mais pour Jouvet, c'est d'abord la résolution de problèmes techniques. D'abord, comment rendre valable pour des esprits modernes le merveilleux qui est contenu dans Don Juan. Donc, c'est la solution qu'il a trouvée. Il a considéré qu'il ne pouvait pas véritablement jouer le texte de Molière. Le tonnerre tombe avec un grand bruit et de grands éclairs sur Don Juan. La terre s'ouvre et il sort de grands feux de l'endroit où il est trouvé. Donc, il a trouvé cette solution technique pour résoudre le problème. Et de même, il jugeait impossible d'enchaîner directement la mort de Don Juan et la dernière réplique comique de Sganarelle, mes gages, mes gages. Donc, c'est le subterfuge de cette dernière image où l'on voyait effectivement Sganarelle venir poser cette couronne funéraire sur le tombeau de Don Juan et prononcer la réplique. Par ailleurs, quand même, pour Jouvet, cet ajout était totalement essentiel. Il est nécessaire d'ensevelir, alors ça ce sont les propos de Jouvet, il est nécessaire d'ensevelir Don Juan, de le mettre dans l'état où était le commandeur, où nous serons d'ailleurs tous à notre tour, pour que la pièce exprime ce qu'elle doit exprimer, l'interrogation essentielle, universelle qu'elle porte en elle. La dissolution de Don Juan n'est pas suffisante théâtralement pour que le public comprenne dans toute son étendue la question posée. Et je vais envisager maintenant la mise en scène que vous devez connaître quand même, c'est-à-dire l'adaptation de Marcel Bluval
en 1965. Donc, en 1965, Bluval fait une adaptation pour la télévision. Une adaptation qui quand même reste un modèle. Alors, pour quelle raison? D'abord parce que c'est une adaptation qui est pleinement cinématographique. Elle est tournée dans des lieux et des décors réels, la plage, la forêt, le Trianon Palace à Versailles pour l'acte 1 et l'acte 4, et rien n'est gratuit dans les images de Bluval. Tout est symbolique, de sorte que dans chaque image surgisse un choc émotionnel, une angoisse chez le spectateur. Par exemple, Bluval explique qu'il s'est arrangé pour que pendant tout le film, à aucun moment on ne voit le soleil. Parce qu'il considérait que le soleil apportait évidemment des connotations monarchiques, qu'il était totalement hors de propos dans ce qu'il voulait faire. Cette adaptation, évidemment, elle se concentre autour de Don Juan, de la même façon que chez Jouvet. Bluval voit la pièce comme une longue marche vers la mort, en ce qui concerne Don Juan. Il fait le choix de costumes et de décors plutôt intemporels, qui sont finalement quand même destinés à souligner la permanence de la pièce, à l'opposé de mises en scène qui seront des mises en scène au contraire tournées vers l'aspect social et politique du contexte de l'écriture. Et Bluval, quand même, est par ailleurs le premier à inverser le rapport d'âge entre maître et valet. Traditionnellement, Sganarelle est plus âgé que Don Juan, mais Bluval fait le choix de Claude Brasseur pour incarner Sganarelle à l'âge de 29 ans, tandis que Piccoli, qui a 40 ans, joue le rôle de Don Juan. Il refuse également de choisir un acteur vraiment séduisant pour jouer ce rôle. Après tout, Piccoli est plutôt chauve et il vient de tourner Le Mépris, dans lequel il n'est pas spécialement non plus valorisé. Alors, la rencontre avec Elvire dans cette adaptation a été filmée dans les écuries du château de Chantilly. Don Juan et Sganarelle voient sont à l'intérieur de ces écuries, ils voient par la seule demi-porte ouverte le carrosse de Don Elvire arriver et ils se retrouvent piégés à l'intérieur. La scène se déroule donc dans l'enfermement et dans une certaine obscurité. On peut remarquer quand même qu'au cours de la scène, au moment où il prend la parole, Don Juan se déplace et ce que l'on voit en arrière-plan au fond des écuries, c'est une fenêtre ronde en hauteur d'où émane la lumière du jour. On pense évidemment à une sorte d'œil qui observe Don Juan dans sa profonde méchanceté. Cette question de lumière ou d'obscurité se retrouve aussi avec Don Elvire. Elle est arrivée dans un carrosse complètement fermé, symbole de son enfermement même dans la Passion, et elle est fermée elle-même dans un environnement clos, à l'exception de ses dernières répliques, où la caméra s'est déplacée et laisse voir la porte ouverte et la lumière extérieure. Même traitement de la lumière et de l'obscurité pour les deux personnages, mais avec une issue possible pour l'une, tandis que l'autre reste prisonnier sous la surveillance d'un œil qui voit tout. Le choix des écuries, c'est évidemment toute la symbolique du cheval. Cet animal caractérise bien sûr la noblesse et renvoie au statut social de Don Juan, mais le cheval est aussi un symbole de puissance sexuelle et il est associé à Don Juan. Il insiste sur les désirs et les pulsions effrénées du personnage, qui par ailleurs est ici vêtu avec une veste de cuir, des bottes, des éperons et une cravache. Sadisme et domination en petite touche. Recevoir quand même Don Elvire dans une écurie, c'est lui faire comprendre le mépris dans lequel il la tient désormais. Au cours de la scène, on voit aussi apparaître à l'arrière-plan des cavaliers qui tournent en rond et qui tournent comme dans un manège, à l'image de Don Juan et de Don Elvire, qui sont chacun à ce moment-là emprisonnés dans un rôle qui n'est pas le leur. Elvire joue l'homme de cour et Don Juan joue le nouveau converti. Le choix particulier des écuries quand même du château de Chantilly amène quand même une dimension plus fantastique parce qu'avec ses voûtes immenses, le lieu devient assez facilement hypnotique. Il fait penser à une cathédrale ou un monastère et peut-être sans doute s'il annonce déjà la fin du film et la chute de Don Juan dans les cercles concentriques dont Bluval disait avoir trouvé l'inspiration chez Jérôme Bosch. Toute la scène est filmée en champ contre champ. D'un côté, Don Elvire, de l'autre, Don Juan et Sganarelle ou Don Juan tout seul. Aucun plan ne figure
dans aucun plan, Elvire ne figure avec un autre personnage. Bon, il y a un tout petit, une petite apparition très, très, très fugace. Donc, Bluval, quand même, rend sensible le rejet et l'abandon dont la jeune femme est victime. Et on prend conscience, évidemment, de la brutalité de cette scène. D'autant qu'en ce qui concerne l'hypocrisie de Don Juan, elle est jouée de manière extrêmement subtile. À aucun moment, Piccoli ne joue l'hypocrisie, mais la seule chose qu'il fait, c'est qu'il ne cesse de baisser les yeux tout au long de sa tirade. Et évidemment, la répétition du geste finit par nous montrer qu'il est en train de jouer un rôle. Du coup, tout est quand même dans une extrême subtilité. Et la sortie de Don Elvire est appuyée quand même par le début du Requiem de Mozart. Et évidemment, ça annonce la fin où, de ce côté-là, le Requiem sera repris à plusieurs reprises. Alors, du coup, j'en arrive directement au dénouement parce que j'ai un peu zappé la scène des paysannes, il faut reconnaître, dans la mesure où c'est une belle scène, mais elle a quand même beaucoup été traitée et elle a beaucoup été traitée en particulier sur Théâtre en acte. Donc, j'ai un peu laissé de côté cette scène, comme en plus on est un peu pressé, quoi. Voilà, hein, on ne peut pas tout faire. Bon, le dénouement. Alors, ce qui frappe dans le dénouement, mis en scène par Bluval, c'est l'urgence. Les 3 dernières scènes sont jouées en 4 minutes 42, qui évidemment est très court. Bluval parlait de course à la mort, et c'est bien l'impression qui domine dans ce dénouement, d'abord avec le galop des chevaux, et ensuite avec la marche de Don Juan vers la statue. Ce dénouement qui apparente la mort de Don Juan à un suicide, hein, Bluval le reconnaît lui-même, s'inscrit quand même dans une démarche complètement sacrificielle. Don Juan se dépouille de tous ses accessoires, il abandonne son cheval, il jette son épée, les attributs de la naissance, sa noblesse, et il marche littéralement vers l'autel, vers le sacrifice. Bluval filme Piccoli en mouvement en alternant systématiquement les plans selon un schéma de dos, de profil, de face, avec des plans qui traversent tous les espaces de la saline d'Arc et Sénan, hein, où a été tournées toutes les scènes autour du tombeau du commandeur, le chemin vers l'entrée, la première enceinte, la cour intérieure, le porche, le vestibule, l'escalier, et le choix de la musique, c'est-à-dire le Dies Irae dans le Requiem de Mozart, accentue évidemment l'intensité et l'urgence de ce trajet. Face à la statue, on est dans un duel. La statue du commandeur, évidemment, ce sont toutes les figures paternelles auxquelles Don Juan a voulu s'opposer, le père biologique, le roi, Dieu. La toute-puissance de ces instances se voit dans la représentation que Bluval a choisi de faire de la statue. C'est une statue de 4 mètres de haut, associée à la statuaire romaine du Bas-Empire. Elle est placée en haut d'un escalier, ce qui oblige Don Juan à lever le visage pour le voir et ce qui le place lui-même en situation d'infériorité. La musique s'arrête au moment de l'affrontement, qui se fait dans le silence. Le court dialogue qui oppose l'homme de pierre et l'homme de chair se fait dans une tonalité extrêmement calme, qui contraste complètement avec le moment précédent. Bluval a fait appel à un comédien particulier pour incarner la voix du commandeur, Michel Etcheverry. Il filme la poignée de main dans un double mouvement. D'abord, on a un plan qui part du visage de la statue et qui descend vers la main du commandeur. Et on a un autre plan où on part du visage de Piccoli qui remonte vers la main de Piccoli qui s'élève. C'est effectivement Piccoli qui saisit la main du commandeur réellement. Et vous avez en plus un contraste extrêmement fort entre la main blanche du commandeur et la main gantée noire de Don Juan. Le plan suivant, où l'on entend les derniers mots de Don Juan, semble plutôt être le regard de Sganarelle, puisqu'on voit la scène vraiment en contrebas depuis le bas de l'escalier. Bon, ceci étant, évidemment, cette fin reste ambiguë. D'abord parce qu'il n'y a pas d'engloutissement en enfer, il n'y a pas de tonnerre, il n'y a pas de flamme. Parvenu en haut de l'escalier, Sganarelle ne trouve rien. Il cherche, mais il ne trouve rien. Le sol est lisse. On ne sait pas où a disparu Don Juan.
Et ensuite, il y a ce fameux plan où on voit les images de Don Juan qui tombent dans des cercles concentriques. Pluval a souligné qu'on ne savait pas trop, avec l'effet d'optique, s'il montait ou s'il chutait. Don Juan, à ce moment-là, est en blanc et non plus en noir comme précédemment. Et le requiem de Mozart reprend à ce moment-là, mais ce n'est plus le Dies Irae, c'est le Lacrimosa, c'est-à-dire vraiment le moment de la prière pour le pécheur. Vous avez donc ces fameux cercles dont Buval a précisé la source, c'est-à-dire la tentation de Saint-Antoine, un tableau de Jérôme Bosch. Si Buval respecte la mort et la disparition de Don Juan causée par la statue, on ne sait pas au final si c'est vraiment une damnation ou si ça peut encore quand même être un peu une apothéose. Quant à Sganarelle et à sa dernière tirade, elle n'est pas du tout envisagée sur un mode comique. Sganarelle apparaît bien comme celui qui a tout perdu. Alors, passons à Chéreau, qui n'a jamais aimé justifier ses choix, mais on peut rétrospectivement établir quand même chez lui des tendances de répertoire. Alors, il a toujours reconnu l'absence de classiques français dans son répertoire. Il a certes travaillé Marivaux et Coltès, mais force est de constater que Molière ne l'a jamais particulièrement attiré. Don Juan a été une pièce de commande de Marcel Maréchal, et à l'exception de cette pièce, il ne se disait intéressé vaguement que par le Misanthrope, que d'ailleurs il n'a jamais monté. Il est d'ailleurs à signaler que souvent, lorsqu'un metteur en scène monte peu Molière, il fait une exception pour Don Juan. Ce sera le cas avec Mesguich, que nous verrons tout à l'heure, qui ne mettra que Don Juan en scène, mais qui le mettra en scène 2 fois. Alors, le geste inaugural de Chéreau trouve ses racines probablement dans son passage à Sartrouville, une ville communiste où il prend la direction du théâtre municipal à 22 ans, en 1966. Et si on veut remonter un peu plus avant, on peut dire qu'il a été très marqué quand il était étudiant par le Tartuffe de Planchon en 1964, puis par le Don Juan de Buval dont Caroline vient de vous parler en 1965. Donc en 1969, il traverse une double crise. D'abord une crise matérielle, car le théâtre de Sartrouville est en train de subir une faillite et il va être brutalement licencié. Et puis évidemment une crise du coup personnelle et politique, car cette faillite lui laissera un goût amer. Il s'est efforcé pendant 4 ans d'ouvrir son théâtre aux non-professionnels, à la classe ouvrière de cette banlieue mal desservie, et il n'a pas forcément été suivi à la fin par les responsables communistes. Donc il ne croit plus au théâtre populaire, au théâtre à l'ancienne, un théâtre culturel à mission civique, et c'est lui qui déclare dans Partisans de 69, là dont je vous ai mis une copie, nous sommes, nous, intellectuels, un peu comme le Don Juan de Molière. Nous avons développé une morale progressiste, mais nous sommes toujours du côté des maîtres. Voilà. Donc, dans son malheur, quand même, il a 3 faits qui vont se pencher sur son berceau. D'abord, s'il fait cette allusion à Don Juan dans Partisans 69, c'est parce qu'un patron de théâtre lui tend la main en 69, c'est Marcel Maréchal, qui l'invite à Lyon au théâtre du 8e pour mettre en scène cette pièce. Ensuite, il sera soutenu en 70 par Antoine Bourseillet, qui lui propose de venir à Marseille monter le Richard III. Cet épisode a d'ailleurs fait l'objet du séminaire d'Avignon cet été. Et puis en 71, ce sera au tour de Roger Planchon de lui proposer la codirection du TNP de Villeurbanne. Donc le projet Don Juan va fixer l'équipe de création historique de Chéreau. Depuis 1965, c'est André Diot qui est son créateur lumière, et à l'occasion de La Neige et le voleur, une pièce chinoise, il a commencé à collaborer avec lui. Donc c'est intéressant de voir une vignette de cette pièce, car vous allez voir que l'esthétique de Don Juan est extrêmement proche de ça. Il travaille déjà avec Jacques Schmitt, qui est son concepteur costume et masque, et puis ce concepteur costume et masque lui a présenté très récemment un jeune machiniste accessoiriste qui va collaborer déjà au décor de Don Juan et aux fameuses petites maquettes des villas palatines. C'est Richard Peduzzi. Voilà. Donc tout est prêt, ça peut commencer. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Chéreau va tout de suite associer Don Juan à un épisode historique qu'il reprendra beaucoup plus tard quand il jouera, enfin quand il filmera, quand il réalisera La Reine Margot.
c'est l'épisode de la Fronde. C'est un épisode qui lui plaît beaucoup sur le plan dramaturgique. Et il explique, l'idée que j'avais en montant Don Juan, c'était de partir d'une situation historique donnée. La pièce est très ancrée dans une situation historique. Quand Molière l'écrit en 65, la France, qui vient de traverser une guerre civile très violente, connaît depuis quelques années un nouvel ordre politique. Donc Chéreau part de cet événement qui lui paraît génétique, majeur. Et c'est vrai qu'en 65, la France a traversé une période de désordre qu'on peut retrouver dans des épisodes comme l'attaque par des voleurs des frères d'Elvire, le rapt manqué, la poursuite dans la forêt. Enfin voilà, il y a un certain nombre d'événements dans le Don Juan qui semblent imprégnés de ce contexte de guerre civile et de malheur. La vieille noblesse féodale, incarnée par Don Louis, Don Carlos, Don Alonso, mais aussi Elvire, qui est victime de ce patriarcat médiéval, a perdu donc cette noblesse a perdu la bataille et se crispe donc sur des codes d'honneur désuets. Et ce ne sera donc pas le poncif du séducteur ou de l'athée qui va occuper Chéreau, mais plutôt ce qu'on peut appeler un social traître qui fait éclore une nouvelle société qu'il détournera à son propre usage. Donc, il déclare un mystique né dans Don Juan qu'une couverture idéologique. Alors, voyons pourquoi. Chéreau est persuadé que Molière est fasciné par Don Juan car il a créé un personnage qui fait apparaître les contradictions de son époque. Don Juan vient de la vieille noblesse d'épée, il sait d'ailleurs très bien la manipuler encore lorsqu'il sauve Don Carlos, et il appartient en tant que vainqueur de la Fronde à la noblesse de cour, dont le représentant Louis XIV est tout de même le premier libertin de France. C'est la raison pour laquelle Chéreau, dans un entretien en 69, déclare que la pièce est réaliste, qu'elle est le contraire d'une pièce mystique. Donc on est en opposition déjà à une certaine tradition théâtrale dont Caroline nous a parlé. Il ne s'agit plus d'approfondir l'éternelle nature humaine à la Jouvet, mais au contraire de s'écarter du mythe métaphysique, car la mystique n'est, dit Chéreau, qu'une couverture. Donc pour Chéreau, Don Juan est un libertin progressiste qui travaille à l'érosion du vieux monde féodal, mais il a besoin de ce vieux monde pour vivre, et il est coincé dans ses contradictions, puisqu'il a encore besoin de ses privilèges pour s'inventer un art de vivre matérialiste. On voit bien ce que l'analyse peut avoir d'autobiographique suite à l'épisode de Sartrouville. Don Juan n'est pas un immoral triomphant, mais une sorte d'intellectuel qui n'a pas beaucoup de moyens pour changer le monde. C'est un chercheur qui ne peut pas aller très loin, et Chéreau parlera même d'une sorte de lâchage intellectuel. Alors, je me suis permise de vous proposer cette citation qui est un peu familière, mais qui raconte bien l'état d'esprit dans lequel est Chéreau lorsqu'il monte la pièce. Cette pièce me fait un peu chier. Pourquoi? Parce que Don Juan n'est pas sade. Alors, jouons cette impossibilité jusqu'au tragique et montrons les moments où il aurait pu aller plus loin. Voilà. C'est vrai que diriger un théâtre qu'on veut populaire à 22 ans a sans doute préparé Chéreau à percevoir la précocité de Don Juan coincé dans ce XVIIe siècle, qui n'est pas encore complètement préparé à célébrer la pensée des Lumières. Donc, il va falloir éliminer cette sorte de frère aîné de Sade, qui met en pièces les tabous et la mascarade, et qui détruit finalement tous les rapports d'ordre, donc les rapports père-fils, les rapports maître-valet, les rapports mari-femme, les rapports humains-chrétiens. Et c'est évidemment une allusion à De Gaulle qui est en train de piétiner probablement ou de faire avorter cette révolution qui a eu lieu un an avant. Donc, on va s'appliquer à zigouiller Don Juan en inventant une machine à tuer les libertins. Et ça tombe bien parce que Molière lui-même avait prévu une pièce à machine. Excusez-moi. Donc, moi aussi, je cite Cornuaille, on était dans une unanimité. Il rappelle donc dans sa somme intitulée Les décors de Molière que c'est sous l'influence des Italiens que les machines de théâtre sont introduites en France dans la première moitié du XVIIe. Et lorsque Molière s'installe au Palais Royal, les ballets à machines, ils sont fréquents. Il va choisir une pièce d'ailleurs qui questionne justement les usages des machines de théâtre. Et en étudiant les devis des ouvrages sur des carnets de commandes, il rapproche le décor initial de Don Juan des représentations palatiales italiennes de Torelli. Et donc le choix de Don Juan, puis quelques mois plus tard de Richard II, permet à Chéreau de s'inscrire dans cette tradition des ingénieurs dessinateurs de la Renaissance italienne qui se mettent au service du théâtre, comme Léonard de Vinci, qui crée des machines festives, ou encore, et c'est là que ça nous intéresse, Andrea Palladio, célèbre pour ses villas de Ficense, et puis aussi source d'inspiration des toiles peintes et des décors du XVIIe.
Donc, voici les images de la pièce. Chéreau va donc transformer la pièce à machine en une pièce machiniste, en imaginant 2 plans sur le plateau et un 3e niveau dans les dessous, mais à vue du public. Donc, on a, comme vous pouvez le voir dans cette photo sur votre gauche, un lointain fixe où s'impose une espèce d'urbanisme symétrique à la Richelieu, là, après la Fronde, au moyen de petites maquettes de maisons palatines collées au cyclo et qui ont été créées justement par Richard Peduzzi. Au premier plan, le dernier avatar des pièces à machine des ingénieurs de la Renaissance, c'est la tournette, qui a été inventée par Piscator et qui fait défiler les lieux où Don Juan s'arrête au hasard de ses pérégrinations, avec Sganarelle, donc il y aura des malles, une charrette, etc. Bon, il y a peut-être un clin d'œil à un moment donné à Mère Courage. Et puis, dans les dessous, comme vous pouvez le voir, il y a un 3e niveau avec une équipe d'ouvriers qui sont affalés sous le plateau. Donc, on a bien 2 régimes de représentation, le monde d'en haut, sur le théâtre, et la tournette va permettre de faire alterner 2 lieux opposés. Donc, un lieu que vous voyez sur votre gauche, le mausolée du commandeur, une énorme bâtisse d'où sort parfois une sorte de grosse marionnette de 2,80 m de haut, et puis des statues aussi souffrantes. Donc ça, c'est une sorte de chantier de la chrétienté, des bâtiments politico-religieux. Et puis, sur votre droite, la ferme refuge, une espèce de repère de Don Juan, dans lequel il se coupe de sa classe, il se prive de toute possession personnelle et de puissance politique, et il mène son aventure personnelle avec Sganarelle, et puis quelques hommes de main qu'on aperçoit parfois. Dans le monde d'en bas, parce qu'il y a un monde d'en bas, effectivement, on distingue des figurants, ces espèces de représentants du peuple qui font des travaux de force, littéralement les exécutants du spectacle. Et Chéreau déclare dans Le Monde de janvier 69, « 6 machinistes actionneront en permanence cette machine à tuer les libertins et pratiqueront à vue les changements et les apparitions. » Donc ce sont les gueux, qui sont vraiment issus d'une espèce d'opéra de Katsu, qui vont faire péter les feux de Bengale de l'enfer, qui tirent les ficelles du pantin commandeur qui surgit des cintres. Ils font tourner le plateau en actionnant à la demande un système de poulies, de roues, etc. Et effectivement, je vous ai proposé 2 esthétiques de Lenain et de Callot, des frères Lenain et de Callot, parce que c'est vrai que Chéreau s'y réfère expressément comme personnages qui n'ont pas pu encore accéder à la conscience de classe, qui sont des espèces d'artisans aveugles du pouvoir qui les manipule. Tous les spectateurs qui ont assisté à ce spectacle évoquent une grande violence scénique. Don Juan est bien tué par les siens dans un Deus ex machina de foire que manipule un sous-prolétariat manipulé lui-même. Alors, on passe à la vignette suivante. Là, nous sommes en présence donc d'Elvire. Donc, je fais très vite sur les scènes. Donc, Elvire, qui incarne la nostalgie de la Fronde, elle est enfermée dans un processus qu'elle ne maîtrise pas. En gros, Chéreau décide de la traiter, mais de manière un peu parodique, comme dotée d'une sensualité assez proche des mystiques chrétiennes. De toute façon, Chéreau, ça ne nous échappe pas, n'est pas très intéressé par le traitement des femmes en général. Donc, effectivement, ce personnage est un peu expédié. Je dis ça pour l'avoir lu de la plupart des critiques. Prenons maintenant la scène des paysannes. Donc, pareil, ce ne sont pas vraiment des sex symboles. Les clichés permettent de deviner un contre-pied dramaturgique très fort voulu par Chéreau. Ici, pas d'affolement. Don Juan n'est absolument pas affolé à l'idée d'être démasqué par l'arrivée de Mathurine. Il n'y a aucune contrariété non plus de Sganarelle. Gérard Guillaumat, qui joue Don Juan, jubile, les mains dans les poches, le sourire aux lèvres. Et il est ravi de cette rivalité entre femmes. Marcel Maréchal en Sganarelle est assis par terre contre une malle et il contemple d'un air très gourmand la scène en voyeur. Et quant aux 2 paysannes, Michel Opnaud, qui jouera la reine dans Richard II plus tard, et Sylvie Fischer, qui joue Mathurine, eh ben, elles se défient de manière assez grotesque, jambes repliées. Elles s'apprêtent à se jeter l'une sur l'autre, comme des chevaux de cirque, en fait. Elles sont traitées un peu en mégères aliénées, et on comprend que Chéreau se soit plus tard intéressé à un opéra, Wojciech de Berg, parce qu'on retrouve là, effectivement, ce personnage perdu, très populaire, et qui n'a pas véritablement accès au langage. En ce qui concerne la scène du dénouement, voilà,
On y vient. On est frappé par l'absence totale de noblesse de cette affaire. Don Juan est un peu gris, un peu déclassé. Guillaume le joue ainsi à la demande de Chéreau. Maréchal incarne un Sganarelle entre clown et clochard, un peu bonasse, mais en même temps qui peut s'avérer sadique. Et le commandeur, quant à lui, n'a rien de noble. C'est une grosse statue romaine, un peu costaude, une brute en plâtre, un peu caparaçonnée. Enfin, c'est un peu comme ça que je l'ai compris. Du coup, la mort n'est pas pour Chéreau l'apogée du dénouement, mais une fin logique, tout simplement. C'est un règlement de compte. Tout le groupe des opposants réapparaît et certains spectateurs ont même déclaré c'est probablement la fin historique, la vraie fin historique de la pièce. C'est probablement comme ça qu'est mort Don Juan. Chéreau a d'ailleurs avoué qu'il ne menait la pièce à son terme que par respect de la fable pour les spectateurs, mais il dit que Dieu n'a absolument rien à voir avec ce châtiment. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a introduit un double commandeur à ce moment-là. Et Don Juan sera tué à coups de poing et de pied, liquidé comme dans une vulgaire rixe par les deux statues, tandis que la sentence du commandeur est simplement donnée au porte-voix par un machiniste. Sganarelle, quant à lui, eh bien, redonne un coup de pied rageur au cadavre de son maître, on le voit en bas à gauche, là, quand il comprend qu'il ne sera pas payé, il quitte le plateau en levant le poing, après avoir harangué comme ça les machinistes qui sont enfin montés au plateau, et qui rappellent donc que le peuple entrera au siècle suivant sur le plateau en attendant de prendre la Bastille. Chez Vitesse, Don Juan appartient à un cycle. Lui, effectivement, il les monte par 4. Le cycle des Molières d'Avignon, 78, au cloître des Carmes, puis en tournée, en salle, etc. Il fait partie d'une tétralogie pour laquelle Vitesse a déclaré dans la revue Europe en 79, pour avoir parcouru dans le désordre tout le répertoire de Molière comme professeur au conservatoire depuis 68, j'ai voulu composer un ensemble cohérent, évocateur de l'univers molièresque. J'ai voulu aussi retrouver les conditions de travail de Molière avec une compagnie de 12 comédiens jouant en alternance. Alors, il voulait appeler cette tétralogie le triomphe de l'athéisme ou la torture par les femmes, mais il a préféré, heureusement, 4 fois Molière. Donc, je vous propose ici de regarder certains documents qui permettent d'expliquer en partie l'esprit dans lequel tout ça a été travaillé. Il s'agissait donc de décliner un geste artistique sur 4 comédies et de les donner dans leur ordre chronologique. L'École des femmes, le Tartuffe, Don Juan, le Misanthrope. Le dénominateur commun, dira Vitesse, c'est que quelqu'un passe, qui se nomme Arnolphe, Alceste, Tartuffe ou Don Juan. C'est le Xénos Akalestos, c'est-à-dire l'étranger qui n'a pas été invité et qui provoque un désordre extraordinaire. Donc Vitesse va rassembler une troupe de jeunes comédiens, la moyenne d'âge est de 25 ans, et cette troupe, évidemment, préfigure celle de Chaillot. Le principe de distribution était que si on jouait un grand rôle dans une des 4 comédies, on jouerait de petits rôles dans les prochaines. Donc les répétitions étaient entrelacées et toutes les pièces étaient travaillées tous les jours. Il s'agissait d'examiner à chaque acteur et chaque actrice ce que devenait le chemin de chacun dans cette œuvre quadruple. Vous avez en bas à droite un tableau à double entrée avec d'un côté en haut les pièces et sur la gauche les acteurs avec évidemment les rôles occupés. Donc Jean-Claude Durand, celui qui nous intéresse puisqu'il jouait Don Juan, il n'était que Acaste dans le Misanthrope, Oronte dans l'École des femmes et Valère dans Tartuffe. Alors le projet a extrêmement clivé le public. D'abord, il y a eu un enthousiasme dans la réception chez les plus jeunes. Le projet a conquis complètement les plus jeunes, qui trouvaient la traversée à la fois cruelle et sensuelle, et qui, effectivement, les jeunes ont redécouvert Molière. C'est Gilles Sandier qui dit « Artaud, mort en 48, n'a pas connu Vitesse, mais je suis sûr qu'il aurait aimé ces spectacles et découvert que la sagesse et la raison résonnante étaient chez Molière les vrais ennemis du théâtre. » Par contre, la critique a été totalement consternée et de façon assez unanime. À part Gilles Sandier, qui était vraiment un fan de Vitesse, très très peu de critiques ont été favorables à ce projet, tout simplement parce qu'on y disait que le traitement tétralogique avait desséché Molière. Les 4 pièces ne délivraient solidairement aucun message. Et si je prends la peine de vous parler de tout ça, c'est parce que la pièce qui sans doute a recueilli le plus de critiques négatives évidemment, c'est Don Juan, et particulièrement son interprète, Jean-Claude Durand, à qui on reproche de n'avoir rien d'un séducteur,
et qui, effectivement, parfois est interpellé par le public à la sortie du théâtre et est copieusement insulté. Donc, voilà, petit scandale théâtral comme on en connaît, mais qui quand même mérite d'être souligné. Alors, en ce qui concerne les principes scénographiques, le décor était conçu par Claude Lemaire, qui était la scénographe de Vitesse, et c'est un décor qui permettait de saisir l'unité d'une démarche et les correspondances secrètes d'une œuvre à l'autre, puisqu'il était en fait fait d'une toile peinte en trompe-l'œil qui évoquait un imaginaire palais d'invention pompéienne, dominé par des rouges moirés, patinés. Et cet intérieur enchanté d'un palais d'invention, je cite Vitesse, devait donner l'idée de l'extérieur et permettre de jouer la double fiction intérieur-extérieur. Le sol de scène était un simple plancher. Et plus tard, Claude Lemaire dira que la genèse de ce décor est venue du lieu même où répétaient les acteurs, dans lequel les comédiens avaient l'air totalement épanouis. Donc, elle a repris les cotes, en fait. En ce qui concerne les costumes, nous étions dans des costumes somptueux et historiquement exacts, qui juraient par leur archéologisme, avec une gestuelle au contraire très extériorisée. Ils évoquaient, on dit les critiques, Versailles pour les rôles masculins, plutôt Watteau pour les rôles féminins. Et à noter aussi qu'au cours des 4 pièces, les acteurs sont pratiquement tout le temps debout. En ce qui concerne les accessoires, nous sommes dans une très très grande rareté. Vitesse avait souhaité ne jouer la tétralogie qu'avec les accessoires du Tartuffe tels qu'ils avaient été consignés dans le registre de Lagrange, à savoir une table, un tapis, 2 chaises rustiques, 2 flambeaux, un bâton et une tôle d'orage qui scandaient le déroulement des pièces. Voilà. Bref, une anti-pièce à machine pour faire contrepoids avec Chéreau. Alors, Don Juan était traité comme une rockstar. C'est un travail qu'a fait Jean-Claude Durand sur lui-même. Il est traité entre Laclos et Casanova, dans une espèce de 18e un peu décadent. C'est là qu'il a décidé de situer son personnage. Et il s'inscrit, Vitesse inscrit le couple Don Juan Sganarelle dans une tradition générationnelle d'origine. Hein. Molière jouait Sganarelle à 43 ans et Lagrange en avait 26. Là, Jean-Claude Durand en a 28 et Gilbert Villon en a 53. Dans le théâtre d'aujourd'hui, Jean-Claude Durand a donné un long témoignage sur ses sources d'inspiration. Il a travaillé sur le frémissement, les questions du frémissement du désir en s'inspirant de grandes figures mythiques du rock'n'roll. Il s'est inspiré de Jimi Hendrix et Jim Morrison. Et il dit que Don Juan est vraiment est un personnage qui, à la fin, grille véritablement comme une star, quoi. Et va traverser la figure de façon très autonome en contemplant sa propre catastrophe. Comme on peut le constater là, la relation est très maternante entre Don Juan et Sganarelle. Vitesse racontait qu'il avait imaginé que Sganarelle avait été le serviteur du père de Don Juan et qu'il s'occupait avec soin du fils de son maître. Voilà. Prenons maintenant la scène d'Elvire. Alors là, c'est un petit peu plus, un petit peu plus sensuel hein, par rapport à Chéreau. Alors, j'ai appelé ça l'heure du contre-pied parce qu'en fait, dans la plupart c'était un jeu de mots évidemment avec ce qu'il est en train de lui faire, mais pas uniquement. Dans la plupart des mises en scène, la première apparition d'Elvire est une contrariété pour Don Juan et suscite son indifférence. Tandis que la deuxième apparition est plutôt l'objet d'une nouvelle tentation car elle ravive un peu par sa contrition le désir masculin. Vitesse inverse, évidemment, il aime ça, ce postulat, et modifie la dramaturgie du personnage féminin. Dans la première entrevue, elle est encore la femme de Don Juan. Ce sont des photos où c'est la première entrevue. Donc, elle est encore objet de désir. Et elle va se laisser passivement sadiser complètement par Don Juan, qui la rudoie, lui impose la station assise, lui prend la jambe, lui ôte son soulier. Bon, si vous voulez plus, regardez sur Internet, c'est effectivement en accès libre. Et nous ne sommes pas très loin quand même d'une scène de viol. Lors de la deuxième scène, au contraire, il veut lui échapper parce qu'elle est devenue une figure du commandeur. Et effectivement, la scène devient une sorte de tableau religieux qui prépare le spectateur à la mort de celui qui cherche à s'élever. On va voir dans quelles circonstances il cherche à s'élever. Prenons maintenant nos paysannes. Alors voilà, ambiance Bruegel, Werner, Bosch, c'est comme ça qu'a travaillé Vitesse. Donc, Valadier en Charlotte et Gastaldi en Mathurine.
Donc, ce sont des paysannes très conventionnelles, plutôt rustiques. On a même un Pierrot là qui est carrément en tenue folklorique avec des sabots. Hein. On est dans quelque chose d'assez folklorique. Et ce qui est intéressant, c'est la scène de séduction, la scène de double séduction, où on a une espèce d'hypnose sensuelle. Il les endort véritablement, les deux là, comme on dit. Il les endort et on peut effectivement s'interroger sur ce qui va leur arriver après. Ceci dit, on a aussi des scènes violentes dans cette série paysanne, puisque Don Juan sort sa dague et est prêt à tuer Pierrot. Dans la vignette en bas à droite, c'est Sganarelle qui interrompt le meurtre, hein, qui est sur le point d'être commis. En ce qui concerne le dénouement, alors pour Don Juan, Vitesse avait vraiment souhaité un anti-théâtre à machine. Donc la lumière n'est jamais brutale. Il ne s'agit absolument pas de rendre cette chose-là spectaculaire. Là, donc, c'est la deuxième scène d'Elvire. Alors, il n'était pas prévu qu'on analyse la deuxième scène d'Elvire, mais si je vous propose de mémoriser ces visuels, c'est parce qu'ils vont être strictement répétés quand le commandeur arrive. Donc, elle est vraiment une espèce d'ancrage visuel qui va petit à petit organiser la mort de Don Juan. Que voici. Donc, nous sommes ici, évidemment, dans un commandeur metteur en scène. Hein. Je vous rappelle que c'était Antoine Vitesse qui faisait le commandeur. La table est utilisée vraiment comme un référent chrétien. Nous sommes à la fois dans la scène, sur l'autel, celui du sacrifice, etc. On convoque des images très, très associées au visuel de Tartuffe, on y reviendra. Et il le fait dans un processus inversif, puisque le pécheur, cette fois-ci, est situé au-dessus de Dieu. D'accord ? Donc le commandeur se couche par terre, et c'est effectivement Don Juan qui va s'élever, exactement comme il l'a fait dans la scène de l'Elvire numéro 2. Et on va assister à un foudroiement que moi, je n'ai jamais vu que là au théâtre. Hein. Dieu foudroie Don Juan en restant tranquillement sur sa chaise. Voilà. Peut-être que joué par Vitesse, on ne peut pas s'empêcher de penser que c'est peut-être le metteur en scène qui foudroie son comédien tous les soirs, je ne sais pas. Mais c'est extrêmement particulier. Donc, vous voyez que dans cette mort, on a bien sûr Elvire revenu en faux. On a ensuite le commandeur qui débarque. Et puis, on a la même scène, vous voyez la petite vignette à gauche en bas, la même vignette du protocole, du protocole qu'avait utilisé déjà Elvire. C'est exactement la même position ici. On pense évidemment aussi à la scène de séduction entre Elmire, cette fois, et Tartuffe, excusez-moi. Donc, contrairement à Jouvet, à Villars et puis plus tard à Mesguich, Vitesse s'est refusé le rôle de Don Juan pour faire celui du metteur en scène, ce commandeur qui situe l'écart entre la mesure du jeu et la démesure du risque de celui qui joue. Il est vraiment un roi du théâtre, quoi. Voilà. Et en ce qui concerne donc la scène finale, eh bien, la scène finale, elle renvoie à sa théâtralité, puisque l'intervention de Sganarelle réclamant ses gages a lieu dans la salle vide. Hein, nous sommes là sur une captation. Je ne sais pas comment ça se passait à l'Athénée. Et on pense à un comédien qui n'aurait pas été payé. Voilà. Mais ce qui est intéressant quand même dans la captation, c'est que l'image finale, elle est donnée par elle est donnée par Don Juan qui à nouveau est sur sa table mortuaire, comme si effectivement c'était la clôture du spectacle et non pas le fameux mégage de Sganarelle. Donc, pour parler du travail de Planchon, alors ce qui est clair, c'est que effectivement le travail de Planchon s'inscrit dans la lignée des mises en scène qui replacent la pièce dans le contexte historique, social et politique de leur création, dans la même lignée finalement que le travail qu'a pu faire Chéreau. Ici, en ce qui concerne Planchon, il s'intéresse plus spécifiquement à la toute-puissance religieuse catholique qui s'allie et qui va venir soutenir la toute-puissance de la monarchie absolue.
dans une même volonté d'écraser la moindre tentative de remise en question. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que l'une des caractéristiques de cette mise en scène, c'est qu'elle se jouait en diptyque. Donc, pour Vitesse, il y avait 4 Molières. Pour Planchon, il y a un Racine et un Molière, c'est-à-dire que Planchon a construit un diptyque où en jouant en alternance Don Juan de Molière et Athalie de Racine. Athalie, je vous rappelle, c'est une pièce biblique que Racine a écrite en 1691 et qui devait normalement être jouée par les pensionnaires de l'école de Saint-Cyr, fondée par Madame de Maintenon pour les jeunes filles nobles et pauvres. Elle mettait en scène la vieille reine Athalie qui avait renoncé à la religion juive pour sacrifier au culte de Baal et qui avait tenté de se débarrasser de son petit-fils Joas, héritier du trône et protecteur de la vraie religion. Elle est finalement destituée à la fin de la pièce, tuée, et c'est Joas qui triomphe. Alors, pour Planchon, Athalie, c'est une pièce folle, c'est le terme qu'il utilise, et c'est une pièce qui manifeste la violence d'une religion qui est prête à tout pour imposer sa suprématie et qui n'hésite devant rien, le mensonge, la destruction des autres, enfin véritablement, c'est une pièce qu'il envisage comme vraiment qu'il lit lui comme une dénonciation de la suprématie religieuse et des moyens que l'Église est capable d'utiliser pour arriver à ses fins. En face, il montre évidemment Don Juan comme une figure de rebelle, d'athée, qui accepte la mort plutôt que de se soumettre à ce despotisme religieux et politique. Donc ça, c'est donc le décor commun en fait d'Athalie et donc de Don Juan. Donc vous voyez cette coupole à caisson qui est censée représenter Saint-Pierre de Rome et qui symbolise l'omniprésence de la religion, le poids et l'enfermement qu'elle fait subir à chacun. La scénographie chez Planchon était signée Ezio Frigerio, qui a commencé sa carrière au Piccolo Teatro de Milan, où il a été le scénographe attitré de Strehler. Et ensuite, il a travaillé en France et il a accompagné Planchon pour ces 2 spectacles, mais aussi pour la création de Georges Dandin, qui a quand même été un des grands spectacles de Planchon. Donc, pour Planchon, il n'y a pas de problème. Don Juan est avant tout un blasphémateur. C'est sa caractéristique principale. Alors, je vous cite les propos de Planchon. Le héros noir de Molière ne connaît de plaisir que le blasphème. Il ne couche avec une femme qu'une seule fois. Il ne lui importe que de bafouer serment et sacrement. Au fond, c'est un ascète, un extrémiste, l'ancêtre résolu de ceux qui se disent athées. Il dit non, un point c'est tout. Il n'agit pas, il tourne en rond, il ne débouche sur rien, il collectionne seulement blasphème et actes négatifs. Alors, le choix de l'acteur et le costume de Don Juan, alors je vous remonte, ah oui, ça, c'est une autre vision de la fameuse coupole. Donc voilà Gérard de Sarte dans le rôle de Don Juan. Alors, on retrouve le cuir, qu'on avait déjà caractéristique avec Michel Piccoli. Colette Godard parlera de sa carapace de cuir noir et elle soulignera quand même la séduction qui émane de lui. Planchon fait le choix d'un Don Juan quand même particulièrement inquiétant et qui, à ce moment de sa carrière, a 35 ans. Donc, si vous voulez, ce n'est pas le plus jeune des Don Juan, mais ce n'est pas non plus, disons, le plus âgé. Alors, une des caractéristiques du personnage, donc voilà encore son côté cuir noir. Une des caractéristiques du personnage, ce sont les livres. Il est toujours présenté comme un intellectuel et il est toujours présenté entouré, soit en train de lire, soit environné de livres. Alors, sinon, il faut bien voir que en face de lui, voilà, en face de lui, il a un Sganarelle qui est incarné par Philippe Avron. C'est-à-dire quand même un Sganarelle en contrepoint, un Sganarelle beaucoup plus lunatique, beaucoup plus rêveur, un peu philosophe, plus enfantin,
qui observait son maître avec une certaine forme de distance. Alors, quand il évoque ce rôle, Gérard de Sarthe confirme quand même le côté extrêmement destructeur que le personnage pouvait avoir. Il parle de Planchon, m'a transformé en une espèce de vampire désinvolte et orgueilleux, damné et fier de l'être, un militant du blasphème, un prédicateur cruel en cuir noir. J'avais un côté archange de mort devant qui tout le monde se fracasse. Planchon avait un peu forcé la dose, y compris dans l'anticléricalisme, et nous avons été plutôt mal accueillis. Alors, pour vous dire quand même comment ça commençait, eh bien, ça commençait par cette petite image quand même tout à fait charmante. C'est-à-dire que Planchon n'hésitait pas à ajouter beaucoup d'images au texte. Il n'hésitait pas à bousculer ce texte lui-même. Par exemple, il a déplacé quand même un certain nombre de répliques d'une scène ou d'un acte à l'autre. Il les a fait prononcer par d'autres personnages que ceux de la pièce. Et puis, il ouvrait donc le spectacle par une procession de religieux, par une procession de prêtres, de nonnes, qui entraient sur scène en portant un cercueil. Et Don Juan entrait à la suite avec une hache et fracassait le cercueil en question. Donc ça, c'était évidemment le début du spectacle, donc évidemment un choix quand même assez marquant. Alors évidemment, dans ces signes, qu'est-ce qu'on avait? Alors on avait quand même beaucoup de signes religieux. Hein. Donc par exemple, les croix. Alors les croix apparaissaient avec Don Elvire, par exemple ici, incarné par Brigitte Fossel. On voit toujours la présence de la croix. Là encore, le sol, c'était une sorte de sable entièrement noir. On voit à nouveau la croix ici, toujours avec ce même personnage. Par ailleurs, on avait quelques Christ qui se promenaient de ci, de là. Donc là, c'est la scène avec le Père, donc le repentir, avec des Christ en plus de ça extraordinairement émaciés, torturés. Donc voilà un autre élément de la même scène. On avait quelques personnages d'ecclésiastiques qui se promenaient aussi dans le décor assez fréquemment. Et puis vous aviez aussi, bien sûr, au milieu des spectateurs, une sorte de cercueil ouvert qui semblait véritablement attendre, en quelque sorte, attendre Don Juan. Alors, la statue du commandeur, voilà. La statue du commandeur, c'est un buste d'empereur romain, mais alors avec quand même une caractéristique assez marquée. Cette statue s'ouvrait sur un squelette, tout à fait à la manière d'un memento mori du XVIIe, tout à fait clair. Et vous aviez de fait une profusion de crânes aussi qui apparaissait tout au long du spectacle. Le personnage de Elvire, qui était à la fois, alors soit en nonne, ici dans la scène de l'acte 4, soit vraiment en mariée, était en quelque sorte reprise par d'autres figures qui apparaissaient en même temps qu'elle ou qui apparaissaient là dans la scène des paysannes. Donc vous aviez une sorte les femmes séduites finalement qui se démultipliaient en figures de mariées ou en figures de nonnes qui tombaient à terre et qui poursuivaient aussi Don Juan vers la fin de la pièce en brandissant des poignards. C'est un côté un peu, ça fait un peu psychose, je trouve, mais enfin bon, voilà. Donc ça, c'est dans toute la fin, elle surgissait de cette façon-là en brandissant des poignards. Alors voilà, un peu un peu plus de couleur. Un détail du costume ici. Et ce qui fait que tous ces signes étaient quand même quelque chose qui, pour le moins, encombrait quelque peu la représentation. Et Don Juan lui-même, alors, finissait dans une espèce d'apothéose. Donc, vous voyez ici, donc, on voyait apparaître Don Juan, ces figures de prêtres surélevées, des Christ qui apparaissaient.
On voyait réapparaître les mariés qui brandissaient des crânes. On avait une sorte de tombeau un peu catafalque présent ici. Et même les cierges également présents. Donc, c'était quand même un spectacle, enfin, pour le coup, c'était extraordinairement spectaculaire. Et c'était quand même un spectacle qui multipliait les signes à interpréter par les spectateurs. Alors, lorsqu'il rencontre de la mise en scène de Planchon, Michel Cournot rend hommage au metteur en scène. Alors, je vous le cite. Athalie Don Juan, réalisé par Planchon, est un événement théâtral de première grandeur, d'une intelligence rare, constamment nourrie d'une érudition précise et sans lourdeur, constamment fascinant, une incroyable fête des yeux. Ce spectacle inaugure peut-être une forme nouvelle de théâtre. Au lieu de faire réciter les textes que l'on connaît déjà pour les avoir appris en classe, le metteur en scène magicien les fait éclater en une multitude d'images, mais d'images si précises, si riches, qu'elles suffisent à percevoir tout le dit de la pièce et à découvrir en même temps l'ensemble du paysage extérieur et intérieur de l'œuvre, de l'auteur, des circonstances historiques. Mais dans cette même critique, il montre aussi que cette démultiplication des images, cette surcharge symbolique, aboutit finalement à la disparition du texte qui devient presque anecdotique. Dans ce déluge de féeries, d'accidents, le texte existe beaucoup moins. Et les comédiens chargés de le dire deviennent un peu des fantômes. Des petits soldats perdus dans des merveilles. Le théâtre leur échappe. Ce sont les machines qui jouent l'événement. Michel Cournot va jusqu'à considérer que Planchon, finalement, n'est pas allé assez loin. Au final, il aurait pu jouer Don Juan sans une seule ligne de Molière et laisser simplement les images, les mouvements, la musique, les lumières agir seules. Ce qui fait que cette mise en scène, elle est finalement qualifiée par Gérard Liébert dans son article « Parcours de Don Juan », dans l'ouvrage de théâtre d'aujourd'hui qui est consacré à cette pièce. Donc, c'est le titre de l'ouvrage, c'est « Métamorphose d'une pièce ». Gérard Liébert conclut sur cette mise en scène en disant que c'est un calimite, finalement. Cette mise en scène surpuissante, bourrée d'images étonnantes, portée par la formidable capacité d'invention scénique et d'analyse dramaturgique de Planchon, est un calimite. Elle témoigne du pouvoir de fascination de l'œuvre, ouverte à des interprétations diverses qui les excèdent par sa construction et par son ambiguïté. Donc on a l'impression que la mise en scène de Planchon, à cet égard, c'est une espèce d'aboutissement et que dans cet ordre d'idées, eh bien, on s'arrête un peu là, du moins dans les interprétations politiques, religieuses et historiques vraiment de la pièce. L'idée, évidemment, c'est de nourrir de tout ce qui vient d'être dit ce soir et tout ce que vous pourrez découvrir de ces 4 mises en scène encore, Mesguich, Lassalle, Lamberville et McCain, de savoir un peu ce qu'il en sera de la proposition de David Bobet. C'est l'idée d'ouvrir cet horizon d'attente avec toutes ces approches successives qui ont été évoquées. Ça va évidemment nourrir le regard et par comparaison, vous pourrez, je pense, repérer un certain nombre de propositions et de choix spécifiques faits par David Bobet.